Avant de plonger dans l'histoire fascinante de la révolution cubaine, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de laisser votre avis en commentaire. Cela nous aide énormément à faire prospérer notre chaîne. Cuba dans les années 1950. Une époque marquée par des contrastes saisissants et des tensions sous-jacentes. Imaginez une île des Caraïbes, baignée de soleil, où les plages de sable blanc et les eaux turquoises attirent des visiteurs du monde entier. Les touristes affluent sur ces côtes, attirés par la promesse d'un paradis tropical et d'une évasion exotique. La musique est vibrante, la vie nocturne électrique, avec des clubs de jazz et des cabarets animés qui font de la Havane une destination incontournable. Mais sous cette surface scintillante, une réalité plus sombre couve. Les rues de la Havane révèlent un contraste frappant entre les riches touristes et les habitants locaux vivant dans la pauvreté. C'était Cuba sous Fulgencio Batista, un dictateur soutenu par les intérêts américains. Batista, avec son régime autoritaire, maintenait une emprise de fer sur le pays. Les inégalités sociales étaient en criantes. Tandis que les riches vivaient dans le luxe, la majorité des Cubains luttaient pour survivre dans des conditions précaires. La majorité des Cubains vivaient dans la pauvreté, tandis qu'une élite riche, souvent liée aux entreprises américaines, contrôlait les richesses de l'île. Les entreprises américaines dominaient l'économie cubaine, exacerbant les tensions sociales. La corruption était omniprésente, s'infiltrant à tous les niveaux du gouvernement. Les pots de vin et les malversations étaient de monnaie courante, alimentant le mécontentement populaire. Les libertés fondamentales étaient supprimées, la dissidence réduite au silence d'une main de fer. Les opposants politiques étaient souvent arrêtés, torturés ou même exécutés. Le ressentiment envers le régime de Batista couvait au sein de la population. Des manifestations éclataient sporadiquement, malgré la répression brutale. Le fossé entre les nantis et les démunis se creusait. Les quartiers riches et pauvres de la Havane semblaient appartenir à des mondes différents. Des histoires de brutalité policière et de répression politique circulaient, attisant les flammes du mécontentement. Les récits de violence et d'injustice se multipliaient, alimentant la colère populaire. Cuba, malgré son charme apparent, était une poudrière en attente d'une étincelle. Les tensions sociales et politiques atteignaient un point de rupture. La scène était prête pour une révolution, un bouleversement dramatique qui allait transformer Cuba et envoyer des ondes de choc à travers le monde. Les murmures de rébellion se faisaient de plus en plus forts. Un jeune avocat du nom de Fidel Castro allait, avec le temps, devenir le visage de cette révolution, son nom synonyme de la résistance cubaine et des idéaux socialistes. Castro, avec sa vision et sa détermination, allait changer le cours de l'histoire cubaine. Fidel Castro est né en 1926, fils illégitime d'un riche propriétaire terrien. Son père, Ángel Castro, était un immigrant espagnol qui avait fait fortune dans l'industrie sucrière. Sa mère, Lina Ruz González, était une domestique dans la maison de son père avant de devenir sa compagne. Malgré son éducation privilégiée, le jeune Fidel a fait preuve d'un sens aigu de la justice sociale. Dès son plus jeune âge, il a été témoin des inégalités flagrantes entre les riches propriétaires terriens et les travailleurs agricoles pauvres, ce qui a profondément marqué sa vision du monde. Il a fait ses études dans des écoles jésuites, réputées pour leur rigueur académique et l'importance qu'elles accordent à la responsabilité sociale. Les jésuites ont inculqué à Fidel des valeurs de discipline, de travail acharné et de service aux autres, des principes qui allaient influencer son parcours futur. À l'université de la Havane, Castro a étudié le droit et s'est plongé dans la pensée politique. C'est là qu'il a commencé à lire des œuvres marxistes et à s'intéresser aux mouvements révolutionnaires à travers le monde. Ses études de droit lui ont également permis de comprendre les mécanismes de la justice et de l'injustice dans la société cubaine. Il s'est engagé dans l'activisme étudiant, protestant contre la corruption et l'injustice sociale. Les années 1940 à Cuba étaient marquées par une grande agitation politique, et Fidel a rapidement pris une place de leader parmi les étudiants militants. Son charisme et ses discours enflammés ont rallié d'autres personnes à sa cause. Il était connu pour sa capacité à captiver les foules et à inspirer un sentiment de solidarité et de détermination parmi ses camarades. Les premières activités politiques de Castro l'ont mis en conflit avec les autorités. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour son implication dans des manifestations et des actions directes contre le gouvernement. Il a été le témoin direct de la brutalité du régime de Batista, ce qui a renforcé son opposition. Les violences policières et la répression des dissidents ont convaincu Fidel que des changements radicaux étaient nécessaires pour libérer Cuba de l'oppression.
ses expériences d'activiste étudiant allaient façonner son idéologie et le mettre sur la voie de la révolution. Chaque confrontation avec les autorités et chaque injustice observée ont renforcé sa détermination à lutter pour un Cuba libre et équitable. Le jeune Fidel, autrefois leader étudiant, devenait un révolutionnaire, animé par le désir d'une Cuba plus juste et plus équitable. Il a commencé à rassembler autour de lui des individus partageant les mêmes idées, prêts à se battre pour la cause révolutionnaire. Son heure de vérité allait bientôt arriver, marquant le début de sa transformation d'avocat dissident en chef de guérilla. Les montagnes de la Sierra Maestra allèrent devenir le théâtre de sa lutte pour renverser le régime de Batista et instaurer une nouvelle ère pour Cuba. Le 26 juillet 1953, Fidel Castro, accompagné de son frère Raúl et d'un groupe de plus d'une centaine de rebelles, lancent une attaque audacieuse contre la caserne de la Moncada à Santiago de Cuba. Leur objectif était de s'emparer des armes et de déclencher un soulèvement populaire contre la dictature de Batista. L'attaque, cependant, se solde par un échec. Dépassés en nombre et en armes, les rebelles sont rapidement maîtrisés par les forces de Batista. Beaucoup sont tués et les frères Castro sont capturés et emprisonnés. Malgré son échec militaire, l'attaque de la Moncada marque un tournant. Elle propulse Fidel Castro sur le devant de la scène nationale, faisant de lui un symbole de la résistance au régime de Batista. Lors de son procès, Castro prononce un discours désormais célèbre, l'Histoire Maquitra, dans lequel il expose sa vision révolutionnaire pour Cuba. Ce discours, diffusé clandestinement, galvanise le soutien à sa cause et ancre son image de leader charismatique. Après leur libération de prison en 1955, Fidel et Raúl Castro s'exilent au Mexique. Ils y rencontrent Ernesto Che Guevara, un médecin et révolutionnaire argentin qui deviendra une figure clé de la révolution cubaine. Ensemble, ils forment une petite armée de guérilla, le mouvement du 26 juillet, du nom de la date de l'attaque de la Moncada. En novembre 1956, ils embarquent pour Cuba à bord du yacht surpeuplé, le Granma, déterminé à renverser Batista. Dès leur arrivée à Cuba, ils sont confrontés à des difficultés immédiates. L'armée de Batista, alertée de leur arrivée, tend une embuscade au groupe de débarquement. Dispersés et réduits à une poignée d'hommes, les révolutionnaires se réfugient dans les montagnes de la Sierra Maestra. Depuis leur cachette dans la jungle, ils mènent une guerre de guérilla classique contre les forces de Batista. Utilisant des tactiques de guérilla, la propagande et le soutien croissant des paysans locaux, ils sapent progressivement l'emprise de Batista sur le pouvoir. Chapitre 5. Le triomphe de la Révolution. L'ascension au pouvoir de Castro. Ce chapitre explore comment un jeune avocat, animé par une vision de justice et de liberté, a réussi à renverser un régime oppressif et à transformer le destin de son pays. Alors que la guérilla s'intensifie, la réputation de Fidel Castro grandit. Ses tactiques de guérilla, bien que risquées, montrent son ingéniosité et sa détermination. Les montagnes de la Sierra Maestra deviennent le théâtre de batailles acharnées, où chaque victoire renforce la légende de Castro. Son charisme, associé à l'impopularité croissante de Batista, attire de nouvelles recrues à la cause des rebelles. Les jeunes, les paysans et même certains membres de l'élite rejoignent les rangs des révolutionnaires, inspirés par la vision d'un Cuba libre et juste. La révolution commence à trouver un écho auprès des Cubains de tous horizons. Des villes aux campagnes, le soutien populaire s'amplifie. Les Cubains, fatigués de la corruption et de l'injustice, voient en Castro un espoir de changement. Le régime de Batista, quant à lui, s'effondre de l'intérieur. La corruption gangrène chaque niveau de l'administration et les promesses non tenues alimentent le mécontentement général. Les jours du dictateur sont comptés. En proie à la corruption, aux défections et à une perte de soutien populaire, son armée perd la volonté de se battre. Les soldats, démoralisés et mal payés, désertent en masse, laissant Batista de plus en plus isolé. Les États-Unis, principal soutien de Batista, lui retirent leur aide militaire, affaiblissant davantage sa position. Cette décision marque un tournant décisif, car sans le soutien américain, le régime de Batista est condamné à s'effondrer. Le 1er janvier 1959, confronté à une défaite imminente, Batista fuit Cuba. La révolution a triomphé. Les rues de La Havane et d'autres villes cubaines sont envahies par des célébrations spontanées, marquant la fin d'une ère de tyrannie. Castro et son armée de rebelles entrent dans La Havane, accueillis par des foules en liesse célébrant la fin de la dictature. Les chants, les danses et les cris de joie résonnent dans toute la ville, symbolisant un nouveau départ pour la nation.
Fidel Castro, le jeune avocat qui avait autrefois défié le gouvernement devant les tribunaux, était désormais le leader incontesté de Cuba. Sa transformation, de jeune idéaliste à chef révolutionnaire, est un témoignage de sa détermination et de sa vision. La nation insulaire, après avoir renversé un régime, était sur le point de subir une transformation radicale sous son règne. Les réformes promises par Castro allaient remodeler la société cubaine, apportant des changements profonds dans tous les aspects de la vie quotidienne. Au lendemain de la Révolution, le gouvernement cubain a rapidement mis en œuvre une série de réformes radicales. Les terres ont été redistribuées et les industries nationalisées. Ces changements, cependant, n'ont pas été du goût des États-Unis. En réaction, les États-Unis ont imposé un embargo économique total sur Cuba en 1960, dans le but d'isoler la nation insulaire sur les plans économiques et politiques. Cet embargo, toujours en vigueur aujourd'hui, a eu des effets profonds et durables sur l'économie cubaine et son peuple. Confronté à l'embargo américain, Cuba s'est tourné vers l'Union soviétique pour obtenir son soutien. En s'alignant sur l'URSS, Cuba s'est assuré une aide économique et militaire vitale. Ce partenariat a également renforcé le rôle de Cuba dans la dynamique mondiale de la guerre froide. Le soutien de l'Union soviétique a été crucial pour maintenir le gouvernement révolutionnaire cubain et ses programmes sociaux ambitieux, malgré l'immense pression exercée par les États-Unis. Sous le gouvernement révolutionnaire, Cuba a fait des progrès remarquables en matière d'éducation et de santé. Les taux d'alphabétisation ont grimpé en flèche et le système de santé est devenu l'un des plus complets au monde. Cependant, ces réalisations n'ont pas été sans controverse. Les critiques soutiennent que le contrôle étroit exercé par le gouvernement sur la société a étouffé les libertés individuelles et conduit à des violations généralisées des droits de l'homme. Le débat sur les politiques sociales de Cuba se poursuit encore aujourd'hui, reflétant l'héritage complexe de la Révolution. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, Cuba est confronté à une myriade de défis. L'économie reste fragile et le paysage politique est incertain. L'embargo américain en cours et les pressions internes continuent de mettre à l'épreuve la résilience du peuple cubain. Pourtant, au milieu de ces défis, il y a un sentiment d'espoir et de détermination. L'histoire de Cuba est loin d'être terminée, et son avenir reste à écrire, façonné par l'esprit d'endurance de son peuple et sa quête d'un avenir meilleur.